Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec personne d'autre que moi-même. Cette fois-ci, il n'y a pas Ker. Ker est malade, il a le Covid et m'a demandé d'être au pied levé, le soldat qui vous fait les petites vidéos. Il m'a dit: qu'est-ce que tu veux aborder comme sujet? Fais-toi plaisir, je ne suis pas là pour te censurer. Et oui, parce que du coup, quand il n'est pas là, j'ai plus peur de lui. Et eh bien, puisque je peux vous parler de ce que je veux, moi, il y a un sujet qui m'intéresse énormément. On pourrait passer sans doute le week-end à en débattre tous ensemble et je pourrais vous faire une vidéo de 20 heures, mais j'ai envie de vous parler de la descente aux enfers, vraiment du cinéma traditionnel. Alors on peut titrer chez... On fait la vidéo avant de faire la vignette, donc est-ce qu'on va l'appeler la mort du cinéma? Est-ce qu'on va l'appeler le cinéma n'est plus ce qu'il est? On verra, mais vraiment, le cinéma, comme on le connaît, comme on l'a aimé depuis des années, va très très mal. Il y a plein de raisons à ça. Il y a des raisons d'espérer, évidemment, que ce soit plus le cas, mais il y a plein de choses qui laissent à penser que effectivement le cinéma actuellement va peut-être changer à tout jamais et qu'il ne sera plus qu'une niche. Mais on va en parler parce qu'il y a plein de raisons à ça. Il y a plein de raisons et du coup on va les évoquer. Alors la première qui est sans doute la raison principale à tout ça, c'est la disparition du marché physique. Donc, dans une interview de Hot Wings qu'a donné Matt Damon, en fait, entre deux Hot Wings où il s'arrachait la tête, disait que pourquoi est-ce qu'il avait du mal à faire les films qu'il voulait en ce moment et tout. Il prenait l'exemple de dire qu'un film qui coûtait 25 millions de dollars, qui étaient les films qu'il aimait faire, donc c'est globalement, les 25 millions de dollars, c'est les films qui sont les comédies, les films à la Good Will Hunting, les films qui sont souvent les films à Oscar, qui sont des films avec une ou deux stars qui portent le film pour amener du monde en salle, et un bon réalisateur, et après c'est pas des effets spéciaux et tout, c'est une histoire qui, on va dire, on colle aux gens. Donc pour vous donner des exemples en fait sur c'est quoi ces films à 25-50 millions de dollars, en fait c'est simple, hein. Si vous regardez les Oscars sur les 30 dernières années, c'est plus ou moins quasiment tous les films qui ont eu des Oscars de meilleurs films sont des films dans ce goût-là. Il y a alors Le Silence des agneaux est un peu au-dessus. Il y a Les Mystères Van Below, Les Arnaqueurs, L'Éveil, Danse avec les loups un peu au-dessus. Europa. Il y a Né un 4 juillet. Si on revient un petit peu de nos jours, il y a Le temps d'un week-end, Le temps de l'innocence. Il y a Au nom du Père, Les ombres du cœur. Il y a Leaving Las Vegas, un film accessoirement que j'adore. Il y a les films comme Sling Blade, Trainspotting. Alors, tout ça, c'est des films qui sont entre moins et moins que 25 et plus que et dans les 50. Et en fait, Le Patient anglais, etc., etc. Et en fait, tous ces films dont je suis en train de vous parler, en gros, leur financement, donc si on reprend ce que disait Matt Damon, leur financement, c'était quoi? C'était qu'en gros, allez, admettons, le film va coûter 50 millions. Les 50 millions, le film donc va coûter le double en promotion, c'est-à-dire 100 millions. Et ce film donc pouvait faire, admettons, 100 millions en salle. Et 100 millions en salle, derrière, eh ben, il y a 50%, un petit peu plus, qui va à la distribution, aux salles en elles-mêmes. Donc il va gagner 50 millions. Et il va regagner 50 millions de nouveau à la sortie du physique. Et c'est cette disparition, cette mort du support physique, le fait que tout le monde achète de moins en moins de DVD, de Blu-ray, voire plus du tout, eh bien, en fait, oh là là, celui-là, c'est vraiment... on le sent hein, que c'est un support du passé quand on le voit. C'est pas la cassette, encore, ou la VHS, mais on sent qu'on s'en approche. Et le Blu-ray, c'est la même chose, quoi. On a l'impression que c'est des formats du passé, mais c'est les formats physiques qui permettaient, en fait, de financer ces films. Et là où, du coup, aujourd'hui, ça n'est pas là, ça veut dire qu'un film à 100 millions, à 50 millions de budget, en fait, il faut qu'il fasse 200 millions en salle, ce qui est colossal, hein. Enfin, les plus gros succès de l'année, je faisais la vidéo news un petit peu avant, les plus gros succès de l'année, c'est il y a des films qui sont à 400-500 millions. Donc, c'est mettre la barre de difficulté à un niveau qui est énorme.
soit votre film est un méga carton, soit vous allez perdre de l'argent. Donc évidemment, les grosses sociétés de production sont amenées à ne plus faire ces films, et ça a plein d'impacts. Alors ça a un impact très concret sur le fait que du coup, eh bien, les acteurs ont moins et les réalisateurs ont moins de productions sur lesquelles ils peuvent vraiment s'éclater, avoir une histoire un peu ambitieuse, avoir vraiment un temps de tournage vraiment cohérent, et surtout, le fait d'être moins sûr de pouvoir comme ça avoir une prise de risque sur le fait de faire un film comme si on reprend par exemple Sling Blade, c'est Billy Bob Thornton qui fait le film en 97. Bon, il n'a pas un résumé de réalisateur qui lui permettrait d'emprunter comme ça 25 millions cadeau à quelqu'un qui lui dit il y a 9 chances sur 10 que tu me perds de l'argent. Mais si par contre on pense que c'est un film qui a globalement ses chances, que si c'est un film qui peut avoir des prix et du coup la vente en Blu-ray ou en DVD à l'époque va être cohérente, eh bien effectivement c'est des films qui peuvent se financer. Donc ces films ils n'existent plus, ça a plein d'impacts et le truc c'est que ces différents impacts ça va être la disparition petit à petit de ces films marquants qui créaient en fait les stars. Il y a du coup aujourd'hui beaucoup moins d'acteurs qui sont vraiment des stars capables d'embarquer les gens en salle, qui ont été créés par une succession de beaux films, de grands films et tout. Brad Pitt, il n'est pas sorti du soir au lendemain avec... il était juste casté en étant Superman. Ça n'a jamais été le cas. C'est quelqu'un qui a commencé par des tout petits rôles. Thelma et Louise, c'est pas de la figuration, mais c'est un tout petit rôle. Et puis petit à petit, il a grandi au fur et à mesure des succès de ses films. Donc on est sur cette disparition en fait du support physique. Elle crée des risques sur la production Daniel, tu te fais plaisir à nous mettre du Brad Pitt. Et donc en fait le truc c'est que du coup on est sur un impact qui est énorme sur tout simplement les montants. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir des films à 5 millions de dollars. Pourquoi 5 millions de dollars? C'est parce qu'en fait, aux États-Unis, quand un film est produit pour 5 millions de dollars ou moins, les conventions font que les techniciens peuvent être embauchés moins cher sur les minimums syndicaux, qu'ils ont des abattements, ils ont moins d'obligations qui leur coûtent de l'argent en fait pour la production. Donc en fait, on va soit avoir des personnes qui vont se bloquer dans les films à 5 millions, soit on va avoir d'un seul coup Disney par exemple qui essaye de faire une succession de blockbusters en ne faisant que des films qui ont pour but de coûter 250 millions et d'être milliardaires. Voilà. Donc La Petite Sirène est un exemple, The Marvel est un exemple, 240 millions de budget pour The Marvels, et c'est des films qui ont été faits penser et qui n'ont que pour but d'être milliardaires au box-office. Donc il y a effectivement ce marché du Blu-ray qui disparaît. Et en fait, le truc, c'est que la faute à nous tous, hein, mais c'est sûr que, par exemple, l'industrie du jeu vidéo, elle est passée au dématérialisé déjà depuis de nombreuses années. Il y a encore des fans du support physique, mais la dématérialisation n'a pas entraîné la destruction du monde du jeu vidéo, bien au contraire. Et pourquoi est-ce qu'au cinéma c'est le cas? Parce que en fait, et ça c'est mon point de vue, c'est que dans le monde du jeu vidéo, il y a Steam. Ok, on achète tous ces jeux sur Steam, vous réinstallez 3 fois sur 10 PC votre jeu. Steam, vous êtes plus ou moins sûr que dans 15 ans, 20 ans, ils seront toujours là, et les jeux, vous pourrez les télécharger. Le marché du digital, et qui pourrait être cette fameuse deuxième sortie, deuxième lancement dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du Blu-ray, en fait, là, n'existe pas. Et du coup, donc on parle de Steam, de l'alternative, et le truc, c'est que cette alternative dont on est en train de parler, est-ce qu'elle existe de manière cohérente pour le ciné? Alors, ceux qui le font me diront, oui, il y a des films qui sont... Enfin, on peut acheter des films sur Google Play, sur Amazon Prime, on peut acheter aussi du contenu, et sur Apple, pour ceux qui sont dans l'écosystème Apple, sur Apple TV, on peut acheter ces films. D'ailleurs, assez régulièrement, vous remarquerez, il y a des applications comme Just Watch, par exemple, qui permettent de voir où vous pouvez acheter votre film tout court, où est-ce qu'il est regardable, est-ce qu'il est en abonnement, est-ce qu'il est payant, et si oui, où, et souvent, pour la petite anecdote, Apple est moins cher. Et le truc, c'est que donc, ces plateformes existent, elles sont là,
J'ai moi-même, au fur et à mesure, un petit catalogue de films qui commence à être dessus. Et le truc, c'est que, accessoirement, pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de vieux films qui ont disparu des plateformes de streaming et qui ne sont même plus réédités en Blu-ray ou DVD. Et en fait, le truc, c'est que sur cette plateforme de streaming, en fait, il y a un petit astérix que je trouve incroyable. C'est qu'en fait, quand on achète un film, si la plateforme en question perd les droits de diffusion du film, eh bien, nous, on n'a plus notre film. Donc en fait, quand ils vous disent est-ce que vous voulez louer ou est-ce que vous voulez acheter, en fait, c'est ce que vous voulez louer ou est-ce que vous voulez louer sur le long terme jusqu'à ce qu'ils perdent la licence. Ce qui veut dire que si demain, vous achetez tous les films Marvel sur Google Play, et vous êtes content, vous avez votre catalogue, vous pouvez le regarder quand vous voulez, même si ça disparaît de telle ou telle plateforme, vous pourrez vous les mater. Et le truc, c'est que si Google et Disney ne sont plus d'accord dans 4 ans ils veulent que tout soit uniquement sur Disney+, vous perdez les droits de regarder les films que vous avez achetés, 10 €, 7 €, 10 € suivant la qualité que vous avez payée. Je trouve ça dingue. Et en fait, le fait qu'il commence, ça fait déjà 2 ans qu'il y a des jurisprudences où on voit que les films qu'on a achetés parfois disparaissent, fait que quelqu'un qui a envie d'avoir sa méga collection de films de manière légale, évidemment là je ne vais parler que du légal, du coup ça ne donne pas envie d'acheter en fait. Si je vois qu'un film est disponible nulle part et qu'en plus je ne peux pas l'acheter en DVD ou Blu-ray et que je veux le regarder, du coup, ok, je vais le prendre sur une des plateformes, mais en me disant, c'est pour dans 2 ou 3 ans, ça va disparaître. Là où dans le monde du jeu vidéo, la proposition de Steam était acheter vos jeux au même prix que le physique ou un peu décoté, et vous pourrez changer 10 fois d'ordinateur, passer à plus vieux, on changera de plateforme, on changera de Windows, vous aurez toujours votre jeu. Et c'est un travail, je pense, qu'ils doivent faire de manière très active, parce que du coup, s'ils ne le font pas, on n'achètera pas, et si on n'achète pas, du coup, ils auront toujours les mêmes difficultés de financement. Et pour un peu étayer mon propos, on sera bloqué avec des réalisateurs comme Jordan Peele, enfin le futur Jordan Peele, parce que ça y est, Jordan Peele maintenant c'est un des plus gros réalisateurs à carton qu'il y a de ces dernières années, mais Jordan Peele, tous ses premiers films étaient bloqués à 5 millions de budget parce qu'il n'aurait pas pu les créer sinon. Donc il faut, pour qu'il y ait ce renouvellement, cette chance qui soit donnée à des nouvelles voix, que du coup il y ait des nouveaux budgets. Et je prenais des exemples. Je voulais regarder Stupeur et Tremblement, qui est un film français. Le film est disponible nulle part. Il n'y a pas de vente de DVD, il n'y avait pas de vente de Blu-ray. Il était uniquement sur Apple TV. Et je l'ai acheté. Et finalité, je l'ai payé. Est-ce que dans 2 ans, je l'aurai toujours ? Le mystère est total. Voilà. Donc c'est vraiment un truc sur lequel je pense qu'il faudrait qu'il y ait des annonces coup de poing. Ils disent sur telle et telle plateforme, vous les achetez, c'est pour la vie. Parce que sinon, il n'y a aucune raison d'aller acheter un film, sauf si vraiment c'est le seul truc que vous voulez regarder un soir, d'aller acheter en digital. Donc, troisième raison, donc le physique, disparition du physique, les alternatives numériques, c'est pas la joie. Troisième raison, évidemment, on est obligé de parler un petit peu de ces 20 dernières années sous l'hégémonie des films de super-héros. Alors, les films de super-héros, vous le savez, vous avez regardé la chaîne, on est très fan de beaucoup de ces films sur cette chaîne. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même admettre qu'entre les films du début, Iron Man par exemple, ou pour reprendre le premier film qui a lancé vraiment le MCU qu'on connaît, le truc, c'est que ces films-là, quand ils sont sortis au début, ils étaient dans le paysage. Il y avait déjà eu des films de super-héros, on avait déjà eu 2 Hulk en peu de temps. Donc en gros, le truc, c'est que ces films avaient été dans le paysage. Et petit à petit, le MCU, machine à tuer, en fait, s'est mis un peu à tuer le cinéma aussi d'une certaine manière. Pourquoi je dis ça ? En fait, le truc, c'est que c'est des films qui sont venus pour non plus être des films qui avaient des voix, des propos. Si on prend par exemple la trilogie Iron Man,
Elle vaut ce qu'elle vaut. Je suis pas un grand fan du 2 et du 3, mais il y a un arc narratif qui a pour but de faire évoluer le personnage au fur et à mesure des films. Carrément des moments un peu intimistes, ou quand il est tout seul, paumé, qui retombe sur le gamin, etc. On a des tentatives de faire de ces films des films qui ont un propos, qui ont quelque chose. Quand on regarde Thor, Love and Thunder, un des derniers, il y a quasiment aucun propos. Le but est de faire uniquement une succession de moments marquants, de scènes d'action marquantes, de blagues que les gens pourront dire après. Et c'est exactement le propos qu'avait fait Martin Scorsese en disant ces films sont des parcs d'attraction, des grands 8, parce que en fait, de son œil de réalisateur, ce qu'il voyait, c'était vraiment des équipes qui sont exceptionnelles dans la technique pour produire des projets qui sont une succession uniquement de scènes qui sont réfléchies pour être une succession de scènes qui nous marquent, mais pas des films qui ont un propos, une vision, une voix. Donc ça, c'est déjà le côté, c'est des films qui ont été mis sur un rail, on est sur une usine, Disney Marvel, qui est là pour nous produire. C'est des films qui sont créés à la chaîne avec qui aura la scène d'action qui a plus, moins, etc. Donc ça déjà fait que du coup ces films qui ont pris une grande place ont pris une grande place et ont commencé à s'effondrer un peu en qualité sur les dernières années. On le voit, The Marvels, il y a un rejet total du public. Les gens qui vont voir le film disent que le film est pas si mal, mais c'est un record de baisse de fréquentation entre la première semaine et la deuxième. Il y a les fans qui sont allés le voir et le reste du public qui ne voulait pas en entendre parler. Le truc, c'est que du coup, ces films ont pris une très grande place et ont dégoûté un peu le public d'aller au ciné. Le truc, c'est que on peut aussi dire que pourquoi je dis prendre une grande place, c'est parce qu'en fait, ces films, pour beaucoup, sont des films qui, à un moment, donc, quand il y avait les films de Marvel, mais aussi les films de DC, c'était pas Marvel n'est pas les seuls, ils commençaient à prendre tous les créneaux des fameux week-ends, des sorties, qui sont celles où il y a le plus de gens qui vont au cinéma. Et quand on regarde une année sur 2019, les années avant Covid, 2018, on voit que tous les moments qui sont les moments forts où des gros films pourraient sortir en face, en fait, il y a un film de super-héros devant qui va forcément entamer le succès de la potentielle nouvelle licence. Et du coup, ça crée une situation où, en gros, est-ce que vous allez sortir votre nouvelle licence devant le Avengers Age of Ultron ou Infinity War? Bien sûr que non. Donc, vous n'allez pas le sortir, peut-être financer autre chose, vous dire je vais éclater en des mini-films à 5 millions mon budget, ou mettre toute ma thune sur Fast and Furious et en faire une licence qui est avec des ambitions à être milliardaire à chaque fois, ou sur Transformers. Et en fait, la recette des studios est devenue un peu la même pour tout le monde. Soit c'était un blockbuster qui avait pour but d'être milliardaire, soit c'est du mini-budget. Et donc, effectivement, si ces films qui sont faits pour être milliardaires sont un peu mous, un peu lents, ne captivent pas notre intérêt, et forcément, j'ai envie de vous dire, ça va dégoûter les gens d'aller au cinéma. Moi, le premier, parce que là, je fais des grands trucs en disant tout le monde, mais moi, le premier, The Marvels, j'ai pas eu envie d'aller le voir. J'étais trop déçu par trop de films et séries du MCU, j'ai pas du tout eu envie d'aller le voir. Le truc, c'est que du coup, si quelqu'un qui aime beaucoup le MCU comme moi n'y va pas, ça montre bien que du coup, il y a un désintérêt potentiel. Et bon, les chiffres en parlent. Et après, une fois qu'on dit ça a dégoûté, ça a pris la place, puis ça a dégoûté les gens du cinéma, les gens ils vont où alors? Et là, on va au point suivant. Le point suivant, c'est le streaming. Netflix et Disney+, et machin, on va pas que pointer du doigt Netflix, mais c'est sûr que Netflix va être le meilleur exemple, je pense, par rapport à ce point. Netflix a fait l'engagement, je crois que c'était en 2019 ou 2020, de dire on va avoir un film tous les vendredis. Tous les vendredis, un film. Et si les premiers pouvaient ou si dans la succession de ces films, il y en a certains qui ont fait un peu plus parler que d'autres. Il y a eu des films comme Don't Look Up qui a fait parler, qui est un film de qualité. Il y a eu Red Carpet ou Red Notice, je sais plus, qui est un film qui était juste un film à gros budget, qui a été vite oublié.
Et après, surtout, je peux vous en citer 3-4, mais c'est tout en fait. Sur les du coup 200-250 films qui ont été produits sur Netflix, mais combien avez-vous retenu? Quelle est cette petite perle comme le serait du coup Un jour sans fin, parce que pour prendre un exemple de film qui n'a pas un gros budget, de quel serait ce film qui, comme Un jour sans fin, vous a marqué sur Netflix? Je suis extrêmement surpris quand je préparais cette vidéo. Je n'ai aucun exemple à vous donner. C'est-à-dire que tous ces films, enfin, à part Don't Look Up, c'est-à-dire que de tous ces films produits, il n'y en a qu'un seul que j'ai retenu. Mais c'est pas genre, il y en a un qui est très bien et 10 moyens et 10 pas mal et tout. Je n'en ai retenu qu'un seul. Tous les autres sont de qualité vraiment à géométrie variable, voire carrément naze en fait. Et donc, c'est une surproduction, donc c'est une surutilisation des réalisateurs, des techniciens qui sont des denrées. Hein, c'est une denrée finie. Il n'y a pas un nombre infini de réalisateurs, de techniciens, d'acteurs dans le monde. Et ils sont surutilisés pour faire des productions sur les plateformes de streaming qui sont de qualité vraiment médiocre. Enfin, je vous invite vraiment à mettre en commentaire si jamais vous pensez que non, il y a tel film, tel film, mais si quelqu'un est fou de toutes les plateformes, s'il est capable de me citer 10 films, ce serait un ratio de 1%. Enfin, c'est à ce point-là que le niveau de qualité est extrêmement décevant, je pense. Donc, du coup, surproduction sur le streaming. Donc, encore une fois, on a accès à plein de films, mais plein de films médiocres. Ça, encore une fois, ça pousse le public à être un peu dégoûté, encore une fois, du cinéma, du grand cinéma qu'on peut avoir. Le point d'après, c'est évidemment, puisqu'on parle de public, dégoûté du cinéma, petite mention spéciale aux réseaux sociaux qui nous poussent à regarder, et YouTube sur lequel on est, qui nous poussent à regarder des tunnels de vidéos. Moi, il y a plein de soirs où je me rends compte que j'ai passé ma soirée à regarder des vidéos sur YouTube, à prendre des trucs, réagir sur telle chose, etc. Et au final, pas avoir regardé de film. Et c'est vrai que du coup, maintenant, c'est presque un truc dans mon planning. Je me bloque un temps, je me bloque des moments pour regarder des films, parce que je me dis, mais non, mais sinon, j'aurais regardé 2 séries, 3 machins, et pas de regarder de films. Et là encore, c'est mon point de vue à moi de personne qui a l'habitude qui a l'habitude de regarder des films régulièrement. Et pourtant, là, ce qu'on voit sur la consommation des nouvelles générations, c'est qu'ils sont habitués, parce que les plateformes les habituent, et parce que c'est aussi plus facile d'accès, à regarder des contenus très courts, des contenus qui, il y a quelques années, les plateformes à contenu court comme le sont par exemple TikTok ou les Insta Reels, etc., étaient des contenus de 1 minute ou 2. Bon, là maintenant, c'est des plateformes, TikTok qui essaie de pousser sur les 15 minutes plus, mais ça reste des plateformes qui essayent de récupérer l'attention, non pas de faire un film, une histoire qui va nous être racontée pendant 1 heure et demie, mais de nous raconter au contraire 90 histoires différentes en 90 minutes. Et du coup, c'est pareil, ça change les consommations des plus jeunes et moins jeunes, puisque c'est aussi vrai pour les 20, 25 et maintenant 30 ans. Et du coup, le truc, c'est que c'est une consommation qui déshabitue, encore une fois, au cinéma. Après, le cinéma, il n'a pas eu de bol. Hein. Parce que là, on parle de trucs un peu des mécaniques, des points de vue de vraiment des studios, un truc industriel, etc. Mais le truc, c'est qu'ils ont eu les ciné, bon là je parle des exploitants, ils ont eu les 10 plays d'Égypte en 3 ans. Quoi. C'est-à-dire que, en fait, bon, donc le cinéma va pas très bien. Bon, c'est un fait. Derrière, il y a le Covid. Donc déjà, les salles, il n'y a plus le droit. Ensuite, il y a les salles, il y a le droit. Mais il faut avoir son masque pendant tout le film. Puis ensuite, il faut avoir une distanciation entre tout le monde et tout. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vendre toutes les salles. Donc le Covid, ça les fracasse. Une fois que le Covid a fini de les fracasser, et donc d'accélérer le fait que du coup, les gens ont plus l'habitude d'aller voir les films en salle, là, d'un seul coup, pour nous, Français, et particulièrement pour les Parisiens, il y a cet été les punaises de lit. Alors vous allez au cinéma, vous avez un risque de ramener des punaises de lit, c'est une cata, pendant 2 mois, 3 mois, vous allez avoir des punaises, ou vous allez devoir payer 1 000 € plus pour vous faire exterminer ces saloperies de chez vous. Donc, alors, oui, ils n'ont pas visiblement
certaines salles n'ont pas été sérieuses pour l'extermination, des cas ont été donnés et ok, il y en a certains qui ont pris un bâton, ils l'ont donné gentiment pour se faire taper sur la tête. Le truc, c'est que fait est que pour l'industrie du cinéma, c'est cata, quoi, parce qu'il y a des cinémas qui étaient sérieux et au final, les gens n'y vont plus en pensant que toutes les salles de cinéma en Paris sont à risque. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, on peut pas oublier. Enfin, on peut pas oublier le contexte, quoi. Il n'y a pas que ces mécaniques, etc. Il y a aussi forcément le contexte qui joue. Et puis, donc, tout ça, ça pousse à quoi? Ça pousse à ce que les salles aient un prix qui est en hausse. Et du coup, le prix de la place est devenu... Enfin, ça fait marrer Kerr parce que Kerr vit en Picardie, dans la campagne et tout, et donc lui il paye 7 euros son cinéma et il gueule parce qu'avant c'était 5. C'est vrai que moi à Paris, je paye des places la dernière fois, c'était avec les lunettes 3D, je crois que j'étais payé 18 euros ou 19 euros, alors qu'avant c'était 7-8 euros la place. C'est sûr que c'est un choc, hein. Enfin, et que c'est plus le truc où vous allez avoir envie d'aller. Moi, je me souviens de week-ends où j'allais 3-4 fois au ciné parce qu'il y a eu plusieurs sorties que j'aimais bien. Là, ça voudrait dire que étudiant, il aurait fallu que je sorte quasiment 80. Alors, il y a la carte étudiant, vous allez me dire, mais ça voudrait dire faut sortir 60 euros sur son week-end ciné. C'est assez vénère. Et l'expérience de cinéma est moins bonne qu'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez dans un cinéma, il y en a plein, vous allez voir personne. C'est-à-dire que vous allez acheter je sais pas, votre popcorn, c'est des guichets automatisés, il n'y a plus d'humains. Ensuite, alors c'est pas vrai pour tout le monde et c'est pas vrai pour tout le monde tout le temps. Il y a des cinés, celui où je vais. Si vous allez dans une salle tôt le matin, il n'y aura personne. Si vous allez à 20h, oui, il y aura des personnes. Mais... Donc en gros, vous démerdez tout seul. Il y a une seule personne qui est là pour contrôler votre billet. Vous allez dans la salle tout seul. Il n'y a plus jamais personne que vous rencontrez. Donc au final, le cinéma, si vous allez à un moment où il n'y a pas trop de gens, genre les séances 10h le dimanche ou les trucs comme ça, c'est une maison fantôme en fait. Vous êtes dans une salle. Moi, ça m'est déjà arrivé au Patek et d'Ivry d'être dans une salle. J'étais seul. J'étais complètement seul. J'ai rencontré une personne à l'entrée. Dans la salle, il n'y avait pas un chat. Dans les halls, il n'y avait pas un chat. Donc c'est sûr que du coup, de voir ces grands temples qu'étaient ces cinés à ce point-là vides, ça fait vraiment quand même quelque chose au cœur. Et du coup, bah, c'est vrai que ça fait que c'est moins cool, enfin c'est moins sympathique, c'est moins chaleureux d'aller au cinéma. Enfin, les séances dont je me souviendrai toute ma vie, c'est Titanic, c'est tout le public qui part en folie, les gens qui font des remarques les uns les autres et tout. Enfin, c'était un événement. Et puis, pour pas faire le vieux qui prend que des exemples de vieux, mais pour il y a moins longtemps, Spider-Man No Way Home, la salle, le premier soir sur les champs, les gens qui viennent en cosplay de Spider-Man, qui crient, qui sont émus et tout, enfin, ces expériences-là, ça fait aussi partie du cinéma, et ça, je les aurais jamais sur ma télé. Voilà, même si, voilà, en tant que jeune papa, parfois mon fils arrive, full dawa, machin, etc. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même ambiance que d'avoir une salle entière qui rigole. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à manquer de plus en plus. Et puis, un peu pour finir, on en parlait un peu au début, les raisons d'aller au cinéma sont aussi les têtes d'affiche, les réalisateurs. Qui a fait ce film? Spielberg, c'est le dernier Spielberg, c'est le dernier Scorsese, c'est le dernier film qui est d'un réalisateur que vous aimez. Et c'est vrai que comme il y a moins de films, comme on en parlait, de ces films qui créent, qui sont des films à Oscar, qui sont des films à histoire, eh bien, c'est vrai qu'il y a moins de renouvellement, en fait. Ecker me faisait remarquer, à très juste titre, il me faisait remarquer Denis Villeneuve, il me faisait remarquer Damien Chazelle. Damien Chazelle, je suis sûr d'aller au cinéma Day One pour son prochain film. Babylone est une perle, une lettre d'amour, enfin vraiment pour le cinéma. Le truc, c'est que du coup, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de nombre de réalisateurs. Maintenant, ce qui est là où il y a beaucoup moins de force, c'est pour les acteurs, en fait. Qui sont les acteurs capables de porter un film à 100, 200 millions?
Je ne parle pas d'un film box-office. Et là, ce qui est marrant, c'est que Anthony Mackie, qui joue le Faucon et qui maintenant, du coup, joue Captain America, disait dans une interview, les stars aujourd'hui dans les films de super-héros ne sont pas les acteurs. Il disait, c'est pas Anthony Mackie la star, c'est le Faucon. C'est pas du coup les Chris Evans, c'est du coup Captain America. Et ce qu'on voit pour le cas de Chris Evans, c'est que justement les films d'après qu'il a fait, Chris Evans qui est un acteur qui est très aimé pour des films, pour un très grand nombre de spectateurs qui ont vu les films du MCU. Ces films d'après sont passés complètement inaperçus, alors qu'il y en avait des sympas. Il est dans des séries qui sont complètement oubliées. On a l'impression que Chris Evans, c'est comme s'il avait pris sa retraite. Donc à ça, vous allez me dire, oui, Chris Hemsworth, lui, ils ont essayé de lui faire porter des licences, c'est vrai. Ils ont essayé de lui donner la licence des Men in Black. Bon, le film était nul, c'est loupé. Il a tenté pas mal de choses. Donc c'est vrai que Chris Hemsworth pourrait être une espèce de réponse qu'il y a. Mais Robert Downey Jr., il a fait Dr. Dolittle. Film encore une fois, quelle que soit la qualité, le film n'a pas particulièrement explosé dès son démarrage, alors que Dr. Dolittle est quelque chose qui est très connu aux États-Unis. Et donc quand on regarde en fait les acteurs actuellement qui sont capables de porter des gros films, George Clooney était capable de porter un gros film, Julia Roberts, pour prendre un autre exemple, était capable de porter des films juste sur leur nom, Brad Pitt il fut un temps, et aujourd'hui, en fait, quand on regarde les analystes, on a l'impression qu'il n'y a plus que Tom Cruise. Tom Cruise serait le seul acteur capable de porter un film, une licence et d'amener les gens en salle. J'ai l'impression que c'est peut-être pas aussi blanc ou noir et que c'est d'écrire des succès que de films qui sont à plus de 500 millions de recettes, mais j'ai l'impression que Ryan Gosling commence à être quelqu'un qui peut ramener du monde en salle parce qu'il a fait beaucoup de bons choix. Il était dans Blade Runner, il était dans Barbie, il a enchaîné les films qui sont son film de duo de Good Cop, Bad Cop dont le nom m'échappe était aussi pas mal. Et donc en fait, on voit que ces films, succès ou pas succès, sont des films qui sont appréciés. Sa présence dans La La Land, les comédies qu'il a fait avant. Donc au final, il commence à être un acteur qui peut porter des films. Timothée Chalamet, pour prendre un nom encore de personnes plus jeunes, commence petit à petit, par le succès de Dune, son succès son succès actuel, le film vient à peine de sortir de Wonka, mais qui a l'air d'être une bonne surprise. Il a l'air de pouvoir, en fait, visiblement, et il est très apprécié par beaucoup, il a un gros groupe de fans, et du coup, il pourrait être aussi un acteur qui serait bankable. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il va porter un film à 1 milliard tout seul, mais on a l'impression que là, on compte sur les doigts d'une main les acteurs capables de porter des gros films. Et c'était eux les moteurs. Enfin, vraiment, il y avait plein de gens qui allaient voir du coup l'Armée des 12 singes parce qu'il y avait Bruce Willis et parce qu'il y avait Brad Pitt, pas parce que c'était le nouveau film de Terry Gilliam. Et le truc, c'est que ces acteurs capables de porter les films, ils sont moins là parce que toute la chaîne dont on vient de parler, et du coup, c'est un peu plus galère aussi pour eux de porter des films. Et donc, on en vient beaucoup à cette espèce de serpent qui se mord la queue. Tout ce qu'on vient de citer là pousse les gens à moins aller au cinéma. Du coup, il y a moins de budget dans les films qui sont des films moins ambitieux, potentiellement un petit peu moins bien. Et donc, on va pas aller au cinéma pour voir des films un peu moins bien. Et pour revenir sur mon préambule, est-ce que le cinéma est mort ? Moi, je pense pas que le cinéma va mourir. Il n'y a pas de médium qui en remplace un autre et c'est fini. La photo, la peinture a été mise de côté par la photo a été mise de côté par le cinéma. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des œuvres de peinture, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de photographes. Mais par contre, fait être constater que c'est devenu des niches. À quel point le cinéma va devenir quelque chose de niche, c'est une vraie question qui, je pense... Alors, je ne parle pas de demain. Mais par contre, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que vraiment il y aura encore des films ? Est-ce que ce ne sera pas plus que des téléfilms sur Netflix ? Et l'ambition sera sur les séries. On le voit bien, par exemple, une série comme House of the Dragon, elle a une ambition énorme dans la narration, dans la qualité de production. Est-ce que en fait, on l'avait
vu venir, mais trop lentement. Mais en fait, les séries ont remplacé les films. Est-ce que les réseaux sociaux, la production de vidéos sur les réseaux sociaux remplace les films ? Voilà, ma réponse, elle est un petit peu nuancée. Elle est que sans doute que le cinéma, la grande époque où il y avait une quantité de films de qualité est peut-être un peu passée. On est dans une époque où pour l'instant, le mot d'ordre, en fait, c'est sur la quantité. Il n'y a jamais eu autant de films produits. Mais effectivement, peut-être qu'on va sur quelque chose où il y aura une prise de conscience. Peut-être qu'il y aura moins de films, mais de meilleure qualité. Moi, en tout cas, c'est ce que je préférais. Je préférais ne pas avoir 1000 films Netflix, mais 10 et extrêmement bien, quoi. Donc, j'ai envie de dire, on verra. C'est un sujet qui, je pense, va encore faire couler beaucoup d'encre pendant longtemps. Mais j'avais envie, en fait, de tout ce que j'ai pu lire ces derniers temps, tout ce que j'ai pu voir, j'avais envie de partager ces informations avec vous. Et puis surtout, on a une chaîne de ciné, on est fan de ciné avec Care, et on n'a pas envie de voir ces grands films. J'ai envie de pouvoir aller voir au cinéma un film qui m'a autant surpris que Forrest Gump. Voilà, on va voir Forrest Gump. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Qu'est-ce que je suis en train de me prendre dans la gueule ? J'ai souri, j'ai ri, j'ai pleuré, il y avait tout, quoi. Et le truc, c'est que l'expérience de Forrest Gump, elle est aussi due au fait que c'était sur un grand écran qui est présent, c'est une messe. Il y a un film qui est beaucoup plus grand physiquement que nous, et du coup, nous, on est là pour l'écouter et se faire embarquer, ce qui est moins le cas face à nos télés. Alors, certains vont dire, moi, j'ai une télé 205 pouces, tu comprends, ça fait un étage. C'est vrai, mais fait est que le rapport de taille et le fait de se déplacer pour aller voir un film, payer, pour se dire je vais tout oublier, mon téléphone et tout, je vais juste me focaliser sur ça, c'est une expérience que j'aime, que j'espère que vous aimez aussi, et je serais vraiment attristé que le cinéma aille vraiment encore plus mal, et voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? On peut aller au cinéma quand il y a des bons films qu'on a envie d'aller voir, pour qu'on leur montre qu'il faut financer les bons films, qu'il faut financer des films qui ne sont pas uniquement des films produits sur une chaîne, une ligne d'industrie dans une usine. Et le truc, c'est que ça, c'est la première chose. Si vous avez envie de vous acheter des Blu-ray parce que vous avez envie d'avoir la collecte comme je suis en train de le cacher derrière, c'est aussi toujours une bonne chose. Et je pense que quand un film que vous aimez, un film que vous avez tout court, que vous avez sur une des plateformes de téléchargement digital disparaît, de gueuler, mais fois 1000, quoi, pour leur faire comprendre que ça, c'est la dernière solution à mettre en place, quoi. Voilà, des bisous à tous, et puis du coup j'ai envie de dire bon rétablissement mon cher Care, et puis pour terminer quand même sur une note, on a eu des films exceptionnels ces derniers temps. On a eu Babylone, pour prendre un exemple d'un film qui est pour moi un film qui explose tout en salle. Donc le cinéma n'est pas mort, il est un peu malade, mais on n'est pas au niveau des soins palliatifs. Et il y a Dune 2 qui va arriver, qui je pense va nous casser à tous la bouche. Donc on a encore plein de belles expériences à faire au cinéma, mais en tant que consommateur, là, les brousoufs que vous avez dans votre portefeuille, n'hésitez pas à les utiliser pour que ça aille dans le bon sens. En tout cas, voilà, je ne peux que vous le conseiller, et moi-même me le conseiller pour essayer de le faire. Des bisous à tous, bon rétablissement mon cher Care. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à poser un petit com. Des bisous à tous, ciao ciao.